Bonsoir tout le monde, merci d'être présent, ce soir pour, le webinaire sur, l'interprétation, des paramètres de Digitsol Pro. Le but, donc de ce soir, c'est de vous présenter différents cas, aussi bien sur de la marche, de la course et du saut et à travers ces cas, de vous expliquer un petit peu comment, on peut se servir des paramètres, que ce soit pour le patient ou pour vous, praticien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez, sur le côté en bas, vous avez soit l'onglet questions, soit chat. Vous pourrez les poser, soit pendant le webinaire, soit à la fin, suivant et j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Alors, je vais vous partager mon écran. Rana nous a rejoint. Bonsoir Rana. Bonsoir. Hop. Donc normalement, vous voyez. Excusez-moi, voilà, ça s'est déconnecté, je me suis fait rejeter. Me revoilà. Alors, je vais recommencer. On va partager mon écran et on est reparti. Voilà, donc c'est, un monsieur que j'ai eu en consultation qui, s'est fait, qui a eu une prothèse de hanche côté gauche, en octobre 2022. Donc c'était assez récent. Donc on a fait, une petite analyse de marche pour voir un petit peu où il en était, sachant que suite à son opération, comme beaucoup aujourd'hui, il n'a pas eu de rééducation. Il a fait, de la marche un petit peu chez lui. Et puis voilà, aujourd'hui, pas trop. Il a eu quelques douleurs, suite à son opération, mais des douleurs un petit peu classiques. Aujourd'hui, plus de douleurs. Il remarchait normalement, mais ne se sentait pas forcément encore hyper bien au niveau de sa marche, sachant qu'il a tardé à se faire opérer et il s'est fait opérer assez tardivement avec pas mal de douleurs et sûrement un gros déficit musculaire du côté gauche lié à sa douleur. Première chose, depuis la dernière version, on peut renommer l'analyse et mettre un nom à l'analyse. Si vous faites des analyses comparatives ou une analyse dans un certain cas, vous pouvez mettre une petite annotation et elle arrivera directement au niveau de l'interface sur le patient. Après, vous pouvez mettre dans quelles conditions l'analyse a été faite. Est-ce que le patient présentait des douleurs? Là, j'en ai pas mis. Est-ce qu'il avait des aides à la marche suite à une opération? Est-ce qu'il a des cannes, un déambulateur? Ça n'influence pas le résultat des analyses, ça va juste vous donner dans quelles conditions l'analyse a été faite, et pareil au niveau des chaussures. Ensuite, vous avez 3 premiers paramètres avec la symétrie, la cadence et la vitesse. Vous pouvez voir qu'il y a tout de suite des petits codes couleurs qui vous permettent tout de suite de situer votre patient par rapport aux normes. Et donc, ça permet de savoir s'il est dans les normes ou hors normes. Et si vous avez sur le point d'interrogation, une définition du paramètre avec, dans certains cas, les normes qui vous sont mentionnées. La symétrie, c'est la symétrie par rapport au temps de contact. Donc là, on voit qu'on est dans le rouge, qu'il a une asymétrie qui reste relativement importante de 19% entre le côté gauche et le côté droit. Et on voit effectivement qu'il y a une différence en termes de temps de contact entre côté gauche et côté droit. Cadence et vitesse, vous voyez qu'on était bien. Alors la différence, ça va s'expliquer essentiellement que il a eu l'habitude d'utiliser plus sa jambe droite, qui était la jambe moins douloureuse, donc de porter plus son poids sur sa jambe droite et en termes de temps de contact aussi. Et du coup, on conserve un petit peu cette asymétrie. Donc, vous voyez, ça peut être aussi un indice sur l'évolution de la marche et l'évolution de la rééducation chez ce patient-là. Dès qu'on va retrouver un équilibre et une symétrie meilleure, on pourra considérer qu'on a bien avancé dans l'éducation, voire qu'on l'a terminé. Deuxième chose qui nous permet de voir aujourd'hui qu'on conserve un déficit entre côté gauche et côté droit, c'est la différence de longueur. Donc, c'est la longueur de foulée qu'on voit ici, 1,33 m et 1,44 m. La longueur de foulée, c'est la distance entre deux contacts talons du même côté. Donc, on voit qu'on a une petite différence qui est quand même inférieure à 10%.
On garde souvent les 10% dans pas mal de paramètres. Dès qu'il y a un écart supérieur à 10%, on commence à se poser des questions. Là, il y a 11 cm, ça reste à prendre en compte, mais ça peut être expliqué qu'il y a un petit déficit musculaire côté gauche qui peut causer, enfin en tout cas provoquer cette petite différence de longueur. Si vous cliquez sur Avancer, vous avez toutes les données du profil de marche, mais en détail et qui sont mis avec les codes couleurs liés à votre patient. Quand on est dans le vert, c'est qu'on est bien, et puis on s'éloigne du vert, plus on s'éloigne de la norme qui est calculée par rapport à votre patient. Donc, on a les temps de cycle, les temps d'oscillation, les temps de contact. Donc, c'est intéressant aussi parce que les pourcentages, c'est une chose, mais aussi on peut avoir avec les valeurs pures pour voir un petit peu où se situe le patient par rapport à ces normes. Et pareil sur les longueurs de foulée et les temps de contact. Ensuite, en continuant à descendre, vous avez la getline qui est le déroulement du pas par rapport aux forces exercées, donc qui est une getline numérique, puisque sur nos capteurs, on n'a pas de capteur de pression, on est uniquement sur une centrale inertielle, donc avec en gros un accéléromètre donc, qui va mesurer les accélérations. Donc, c'est grâce aux algorithmes qu'on est capable de calculer cette getline. La getline, on voit qu'elle est quasiment normale du côté droit, côté gauche, avec une attaque postéro-externe, un déroulement médian, puis une fin sur l'avant au niveau premier, deuxième orteil. Une fin peut-être un petit peu trop antérieure, trop interne des deux côtés. Ce qui est intéressant aussi, c'est la répartition des temps de contact sur les deux pieds. Vous pouvez l'avoir soit en pourcentage, soit en valeur, et on voit bien les différences comme elles sont entre côté droit et côté gauche, avec une phase médio et une phase avant-pied qui sont beaucoup plus longues sur le côté droit et des phases beaucoup plus courtes, notamment une phase avant-pied qui est beaucoup plus courte côté gauche. Donc ça peut aussi mettre en avant ce qu'on va rechercher en termes de rééducation, savoir quelles sont les phases qui sont vraiment à rééduquer par rapport à ça. On continue avec le paramètre de droite qui est le ratio de propulsion. Le ratio de propulsion, c'est un ratio entre la vitesse d'oscillation et la vitesse de propulsion. La vitesse d'oscillation, elle est essentiellement due aux muscles des fléchisseurs de hanche qui vont plus servir à lancer la jambe vers l'avant. Et vitesse de propulsion, c'est triceps sural, fléchisseur plantaire qui vont servir donc à propulser le moment où le pied va pousser sur le sol au moment de la fin de la phase de la marche. Donc, grâce à ce ratio-là, le but, c'est d'avoir un ratio qui soit à peu près de manière homogène entre les deux groupes musculaires et qui soit à peu près surtout équilibré. Là, on voit qu'on a de manière globale une sollicitation plus importante des fléchisseurs de hanche et surtout du côté gauche, le côté qui a été opéré, vous voyez, on a une utilisation encore plus importante qui est quasiment double par rapport au côté droit. Souvent, on a ces valeurs-là aussi quand les gens ils ont des douleurs au niveau du genou ou ils ont tendance à moins se servir au niveau du genou. Alors, ça peut être expliqué que il avait, à force avec la douleur, il s'est enraidi de ce côté gauche avec sûrement une fonte au niveau du quadriceps et du coup un manque de poussée globale entre quadriceps, mollet et fléchisseur plantaire. Il a sûrement perdu, comme on peut voir sur certaines boiteries, hein, vous savez, quand les patients ils ont des grosses arthroses au niveau de la hanche, ils ont tendance à enraidir toutes leurs jambes et à plus lancer la jambe vers l'avant que vraiment avoir un déroulé totalement harmonieux qui peut solliciter un peu plus l'articulation. Donc cette différence est relativement importante. On va aussi rechercher à la faire diminuer, à la rééquilibrer et globalement des deux côtés à essayer de rééquilibrer vers le bas. Donc les exercices ils sont assez simples. Hein. Si on va chercher à remuscler plus du côté gauche, mollet et puis fléchisseur plantaire, tout ce qu'avec exercice, notamment en faisant monter sur la pointe des pieds. Donc ça peut être soit une orientation vers un kiné, soit des exercices à faire à la maison. Puisque comme on le disait tout à l'heure, sur des opérations sur les prothèses de hanche, c'est peu souvent maintenant, en tout cas dans peu de cas, les patients vont vers des kinés pour la rééducation, puisque c'est moins prescrit. Donc du coup, ça peut être des petits exercices qu'il peut faire chez lui, puis on va pouvoir contrôler au fur et à mesure du temps l'évolution de cette rééducation en regardant l'évolution de ces chiffres-là. Sur la deuxième page, vous avez tout ce qui est angulaire avec les angles de pronosupination. Les angles de pronosupination peuvent déterminer différentes choses. Ils vont déterminer si le patient est pronateur ou supinateur et la stabilité de sa marche. Pour rentrer plus en détail, vous avez côté gauche, pied gauche, côté droit, pied droit. Quand on est sur le bas, c'est au moment où le pied touche le sol par le talon, et plus vous allez vers le haut, c'est au moment où le pied va quitter le sol par les orteils. En vert, c'est la norme. Si vous êtes sur l'intérieur du vert, vous êtes pronateur. Si vous êtes sur l'extérieur, vous êtes supinateur. Donc, on peut voir d'où part le patient. On voit qu'il part d'une attaque
à peu près normal des deux côtés, qu'on a un effondrement du milieu pied qui est un peu plus important côté gauche que côté droit, parce qu'on a une variation de -17 à -6, alors que là, on passait de -16 à -7. Donc, on a un effondrement un peu plus important avec un médio qui reste en pronation et puis un maintien tout le temps sur la fin où on a tendance souvent à pas repartir sur l'extérieur, mais en tout cas, il maintient son pied dans le même axe. Côté droit, on a cet effondrement et puis on est à une légère pronation sur la phase médio et puis après, on a un pied qui reste dans la norme sur la fin. Donc ça permet, par exemple, sur les podologues, de savoir un petit peu comment on va travailler en termes d'éléments et de savoir à partir de quel moment la pronation se fait. Voilà, on voit qu'on a un talon qui est à peu près axé, donc on sait qu'on va essentiellement travailler à partir de la phase pied à plat, avec peut-être des éléments qui vont être un peu postériorisés pour essayer de lutter éventuellement contre la vaginisation un peu sur la fin du calcaire, et puis sur l'avant, essayer de rééquilibrer aussi l'avant. La deuxième chose qu'on voit, c'est la stabilité du patient par rapport à l'écart des deux lignes grises qu'on peut voir sur l'avant. Donc, c'est ce qu'on appelle l'écart type, la variabilité du pas. La variabilité normale est entre 2 à 3 degrés. Dès qu'on a une variabilité qui est supérieure, comme ça peut être le cas là, vous voyez, on a 6 degrés de variabilité, c'est-à-dire que potentiellement sur l'avant-pied, on a quelque chose de moins stable. Et dans le sens inverse, quand vous avez des variabilités qui sont nulles, souvent c'est le signe qu'un patient a tendance à se crisper au niveau de sa marche, à se concentrer musculairement pour maintenir son pas toujours dans le même sens. Donc que ça soit dans un cas extrême ou dans l'autre cas où il n'y a rien du tout, ce n'est pas bon. Donc là, c'est essentiellement, on va pouvoir travailler sur deux axes. Si le podo va pouvoir travailler sur la stabilité en ajoutant des éléments pour augmenter la stabilité de la marche au niveau des semelles. Et au niveau kiné, par exemple, on peut travailler au niveau proprio pour essayer de travailler spécifiquement sur les phases où on voit qu'il y a une stabilité qui est mauvaise. Par exemple, là, on va essentiellement travailler sur le pied gauche, sur la phase entre le moment où le talon est posé au sol et le moment où le pied est à plat. Vous voyez, sur la phase, ce point-là. Et à peu près la même chose sur le côté droit, mais on va aussi travailler sur le côté droit sur le moment où il y a de la propulsion pour essayer d'augmenter la stabilité au moment de la propulsion. Donc ça permet de travailler vraiment précisément, de personnaliser un petit peu les protocoles de rééducation sur la proprio pour travailler là-dessus, pour essayer d'augmenter un petit peu sa stabilité. Suite à ça, on a les angles d'ouverture, les angles de Fick normaux entre 9 et 15 degrés, donc on est tout à fait dans les normes, et vous avez l'écartement du pas avec une légère différence côté gauche, qui peut s'expliquer justement sur les suites de sa prothèse de hanche, et puis sûrement du mauvais pli qu'il a pris au niveau de la marche. Il a tendance à écarter un peu plus son pied sur l'extérieur par rapport au côté droit. Donc c'est pareil, ce sont des chiffres qu'on va pouvoir suivre dans le temps pour essayer de retrouver quelque chose d'équivalent entre côté gauche et côté droit. Et les trois derniers paramètres qu'on a qui sont ressemblés sur un même dessin, vous avez l'angle d'attaque, l'angle de propulsion, et au milieu, vous avez la hauteur du pas, qui est un indicateur important sur les risques de chute chez des personnes âgées ou sur les patients qui ont des problèmes à la marche. Les angles d'attaque, vous voyez qu'on est dans le vert, parce que normalement, c'est entre 20 et 25 degrés. Et par contre, sur les angles de propulsion, on est dans le rouge, parce que la norme est plus autour de 50 à 60 degrés. Et c'est ce qui montre aussi ce qu'on montrait tout à l'heure sur les ratios de propulsion. On avait des ratios qui étaient déséquilibrés en faveur des fléchisseurs de hanche, donc avec une sous-utilisation au niveau du pied. Et là, ça, effectivement, c'est ce qui est mentionné. Et c'est même mis de manière un peu plus importante côté gauche, avec 41 et 45. Donc, on va essayer de travailler les deux côtés pour essayer d'augmenter ça. Donc, soit en décomposant le pas aussi, on peut essayer de demander au patient chez lui de décomposer le pas et d'essayer d'aller plus loin, soit en continuant sur l'exercice qu'on lui montrait tout à l'heure, qu'on mentionnait tout à l'heure, avec de s'élever sur la pointe des pieds et de le faire de manière un peu plus importante côté gauche pour essayer de récupérer un peu plus côté gauche. Suite à ça, si vous voulez exporter le document, on peut cliquer sur les trois points et là, vous avez exporté un PDF. Il va être automatiquement créé, s'il se met en ordre, avec tous les paramètres qui sont mentionnés. Alors, c'est pas mis tout à fait correctement, ça a bugué un petit peu. On peut mettre ce que vous souhaitez au niveau du patient. Vous voyez, on peut enlever des choses. Normalement, c'est pas tout à fait la présentation. Voilà, il s'est remis correctement. Vous choisissez ce que vous voulez exporter. Et pareil sur vous, et pareil sur le paramètre avancé, c'est de mettre plus ou moins d'éléments sur la fin. Et à la fin, vous pouvez mettre les commentaires et les actions que vous recommandez. Vous cliquez sur exporter, il va être exporté soit en PDF, soit imprimable en version papier. Donc vous pouvez l'envoyer au médecin.
C'est assez rapide à faire et du coup, ça représente une bonne qualité de votre travail aussi. Sur tout ça, donc je vous ai dit qu'on pouvait faire ça, voilà. Je vais maintenant vous montrer sur un autre patient une analyse de la course. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les poser en même temps. Sur des analyses de course qui avaient été faites il y a un petit moment. Et oui, comme je vous l'avais dit, en fait, on a mis des noms à chaque analyse qui permettent de savoir, là, toutes les analyses avaient été faites sur le même jour, et du coup, ça permet de savoir dans quelles conditions elles ont été faites. Là, le but essentiel sur ces 3 analyses, c'était de pouvoir comparer les données les analyses entre 3 types de chaussures différentes. Donc, on a eu, je vais vous expliquer en détail la première, et puis après, on va comparer par rapport aux autres. Donc là, c'était une patiente qui avait eu fracture de fatigue, deuxième méta, pied droit, pied gauche. Elle avait du mal à comprendre pourquoi. Moi, j'avais un petit peu d'éléments, mais il manquait des éléments vraiment réels et qu'elle puisse comprendre, parce que quand on dit quelque chose, souvent les patients ils ont du mal un petit peu à entendre ce qu'on dit. Donc les protocoles moi de course que je fais, c'est 10 minutes de course à l'extérieur avec, comme vous pouvez le voir là, une période d'accélération qui dure aux alentours de 1 minute, et puis après un retour au calme. Donc ça, c'est des analyses qui avaient été faites avec l'ancienne solution Podosmart. Sachez qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité pour les anciens utilisateurs Podosmart et qui sont passés à DS Pro, en envoyant un mail à activation, je le mettrai dans le chat, activation@digitsol.com, de demander qu'on vous active cette option-là, et ça va vous permettre de migrer vos patients Podosmart vers votre nouvelle interface DS Pro. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez récent et que vous pouvez demander qu'on active si vous avez l'ancienne solution Podosmart et que vous êtes passé à la nouvelle. Ce que j'ai fait sur ce patient-là, par exemple. Donc voilà, on a 1 minute de course, en accélération. On voit la symétrie qui est très bonne. On considère toujours qu'au-delà de 10%, il y a un problème. On a le type d'attaque avec la force qui est mentionné. Donc là, on était sur 2 attaques milieu-pied avec des forces d'impact à 1300-1400 newtons, sachant que la patiente était relativement légère, puisqu'elle pesait 40 kg. Donc en définitive, même si les forces paraissent faibles, on est quand même à entre 3 à 4 fois le poids de son corps, ce qui reste quand même relativement important et qui peut aussi être la cause de certaines blessures. Donc on voit qu'il y a quand même aussi un travail sur la réception au moment de au moment de sa course pour essayer qu'elle ait une réception beaucoup plus douce. Alors ça peut être soit sa réception qui est en cause, donc avec un travail excentrique qu'on peut faire, soit les chaussures qui ne sont pas adaptées aussi. Donc ça peut être des deux côtés qu'on va pouvoir regarder pour travailler, pour essayer de faire diminuer ce chiffre-là. Ensuite, vous avez le profil de course, comme on peut trouver sur la même chose qu'on avait sur le profil de marche, donc avec les longueurs de foulée et temps de contact, temps d'oscillation. On voit qu'on a les temps de contact, bien sûr, qui sont beaucoup plus courts. On est souvent aux alentours de 70-30, voire 75-25 sur des coureurs qui courent très vite avec des attaques plus avant-pied. Et puis, vous avez le double vol au lieu d'avoir le double contact. Ensuite, vous avez les angles de pronospination. Vous voyez que là, il n'y a pas de normes qui sont mentionnées, puisqu'il n'y a pas de normes de déviation du pied à la course. Donc après, c'est plus vous par rapport à vos habitudes de voir un petit peu ce qui passe, de voir aussi, souvent, moi je regarde la variation entre le point d'attaque et le point de transition, de voir effectivement comment le pied a bougé par rapport à ces deux phases-là, qui permet de voir si éventuellement on est sur des phases, sur des gens qui ont tendance plus ou moins à être pronateurs. Là, on voit qu'on a des valeurs quand même qui sont avec une phase de transition, avec des valeurs qui sont proches du zéro, donc avec une pronation qui commence à corriger, qui peut être la cause de certains problèmes aussi. On peut comparer ce qui s'est passé à l'accélération. Alors sur Podosmart, on avait beaucoup moins de points. Maintenant, sur DS Pro, il y a beaucoup plus de points. Sur Podosmart, il y avait un point quasiment toutes les 45 secondes. Maintenant, vous avez un point toutes les 15 secondes. Donc, il y a plus de points sur DS Pro au moment de l'analyse. Et surtout, on peut faire des analyses avec des longueurs beaucoup plus importantes sur DS Pro par rapport à Podosmart. Donc, on va comparer le point quand elle a accéléré, le point quand elle a couru tranquillement. Et du coup, ça permet de comparer, de voir un petit peu. On se rend compte que dès qu'elle accélère, elle a tendance à avoir une attaque plus avant-pied côté droit, avec des forces d'impact encore plus importantes, parce qu'on est à plus de 4 fois le poids du corps à ce moment-là. Et elle allonge quand même bien sa foulée. Et puis, ça permet de voir aussi comment varient ses attaques. On voit que plus elle accélère, plus elle a tendance à avoir une attaque postéro, très externe, en tout cas, pas postéro externe, mais en tout cas très externe au niveau
au niveau de son appui, et qui peut être la cause d'autres douleurs aussi. Donc ça permet, vous voyez, de comprendre à l'accélération ce qui peut se passer. On va revenir en arrière. Donc le but, c'était de voir un petit peu ce qui se passait entre tous les types de chaussures. Donc là, c'était sur une paire de chaussures Hoka. Hoka, si vous connaissez un petit peu, c'est des chaussures avec une grosse épaisseur de semelle. On a comparé ça à deux autres paires qu'elle avait. Donc vous cliquez sur comparer si ça a bien marché. Voilà. Donc on va comparer la première analyse qu'on a faite donc à 11h53 avec celle qui a été faite juste avant à 11h45. Donc 11h45, c'était avec les Hoka. 11h53 de tête, c'était avec des Altra Racer, donc des chaussures plutôt minimalistes. Donc là, j'ai refait d'analyse plus courte. Elle a maintenu sa vitesse qu'elle a couru. Vous voyez, elle a couru quasiment à la même vitesse. Elle était toujours à peu près dans la même cadence. Et on voit que en changeant de chaussure, elle change son type d'attaque, puisque quasiment à la même vitesse, elle a tendance à avoir une attaque avant-pied côté gauche et avec des forces d'impact qui sont plus importantes. Et sur le reste des valeurs, que ce soit en termes de temps de longueur de foulée, on est à peu près pareil. Elle a tendance à diminuer son temps de contact. La chaussure étant un peu plus dynamique, elle a tendance à diminuer ses temps de contact. Donc effectivement, ça remplit bien ce qu'elle va rechercher. Mais par contre, avec une attaque avant-pied, ça peut être un facteur favorisant par rapport à ses blessures. Et puis en termes de déviation, on est quasiment pareil avec une légère attaque un peu plus externe côté gauche. Si on recompare avec les Altra avec la dernière paire qui était une paire de New Balance avec une semelle assez épaisse comparable un petit peu au Hoka, on se rend compte qu'on revient, les New Balance sont du côté droit, on revient sur des attaques médio-pied des deux côtés avec des forces d'impact qui sont plus faibles et avec des temps de contact qui redeviennent un peu plus longs. Donc ce qui a été décidé, c'était de courir un petit peu moins avec les Altra puisque ça pouvait être une des causes de ses blessures, parce qu'au moment où elle se blessait beaucoup au niveau de ses fractures de fatigue, elle courait qu'avec ça, quasiment. Et c'est après qu'elle a essayé de passer sur des Hoka pour voir un petit peu la différence, mais au niveau sensation, elle s'y retrouvait pas trop. Mais par contre, elle avait un amorti quand même qui était supérieur et une manière de courir qui était un petit peu différente. Donc le but, c'était, en tout cas moi, ce que je vais conseiller, c'était d'alterner un petit peu ses chaussures, d'essayer de travailler sur sa réception pour qu'elle ait une réception qui soit un peu moins lourde en termes d'impact et potentiellement qui peut être nocive au niveau articulaire et qui peut être aussi un facteur favorisant sur ces fractures de fatigue, bien sûr. Donc, de travailler tout ça et puis pour essayer de diminuer ces blessures. Et ça, bien sûr, les comparaisons, vous pouvez les exporter et le donner à votre patient si vous le souhaitez. De la même manière, oui, vous avez toutes les valeurs qui sont mentionnées et ça permet de donner ça à votre patient et qu'elle reparte avec ça, de lui expliquer un petit peu ce qui s'est passé et qu'elle puisse comprendre un petit peu les causes de ces blessures. Oui, on avait vu tout à l'heure, je vous montre. Voilà, on avait bien, oui. OK, la première, Altra Racer, la deuxième, et des New Balance 1500. Donc ça permet, quand vous visualisez toutes les analyses, de savoir exactement sur laquelle vous cliquez, puisque vous avez vous pouvez mettre une petite étiquette. Là, moi, j'ai mis les chaussures parce que c'est ce qu'on recherchait. Après, vous pouvez mettre autre chose. Si c'est un déambulateur, vous voulez comparer une analyse avec un déambulateur par rapport à une analyse avec des cadres, vous pouvez le faire. Après la date et tout, vous les avez en dessous. Je vais vous montrer maintenant un petit peu ce qu'on peut faire sur les seaux. Les seaux sont utilisés dans pas mal de sujets. On les utilise aussi bien sur du patient avec un kiné pour une reprise de course après un LCA, après une entorse. Ça peut être utilisé sur du patient sain pour déterminer son risque de blessure. Moi, je l'utilise aussi sur du patient quand j'ai un doute sur la qualité de la cheville ou la qualité de stabilité du genou. Je vais faire un des tests ou quand vous avez des patients qui se blessent beaucoup, notamment j'ai eu ça comme ça sur un jeune qui se blessait beaucoup et malgré tout ce qu'on essayait de faire, on ne comprenait pas trop, je lui ai fait une analyse et on a vu qu'il y avait un très gros déséquilibre entre côté gauche et côté droit. Donc ça permet de mettre le doigt de manière plus facile sur ça.
Donc, il y a 4 sauts qui sont analysés. Le CMJ, qui est un saut à 2 pieds qui permet de mesurer la détente. Il peut être fait comme sur le dessin, avec les bras sur les hanches ou avec l'aide des 2 bras. Ensuite, vous avez le triple hop, qui est un saut à un pied, un triple saut à un pied. On fait d'un côté puis de l'autre. Le side hop, qui est un saut latéral de chaque côté d'une ligne qui fait 40 cm d'écart, et on fait ce saut-là pendant 30 secondes, côté gauche, côté droit, ou dans l'autre sens. Et le but est de compter le nombre de sauts qu'on fait avec la positionnement aussi du pied, vous allez voir, avec toutes les valeurs qu'on peut donner. Et puis le single hop, qui est comparable au triple hop, qui est un saut à un pied qui permet de mesurer la distance entre côté gauche et côté droit. Le single hop et le triple hop sont beaucoup utilisés pour la reprise du sport suite à une ligamentoplastie. Et le side hop plus sur tout ce qui est entorse de cheville. Donc, en rentrant dans l'état, ce que je disais, le CMJ, donc soit à 2 pieds. Pour que ce soit validé, il faut que la réception soit stable pendant 2 secondes. Il permet de mesurer la qualité musculaire de votre sujet sur des patients, des bons sportifs. Vous allez tomber entre 30 à 40 cm, sur des sportifs de plus haute qualité, entre 40 50, sur des volleyeurs entre 70 et 80, et je crois que sur des très très bons basketteurs, notamment sur tout ce qui est basketteur NBA, on a des très grosses valeurs, on est entre 90 à 90 cm, 1 mètre, ce qui est déjà beaucoup. Et donc ça vient aussi avec, on peut mettre ça en relation avec les performances de sprint. Ça permet aussi d'avoir la qualité physique du sportif et de suivre un petit peu son état de forme tout au long de sa saison. Donc c'est mesure la détente. Et ce qui est intéressant, c'est que par rapport à cet élément-là, à chaque fois, vous pouvez tout de suite déterminer des exercices pour essayer d'augmenter la valeur. Imaginez, si on souhaite augmenter, on peut faire tout ce qui est saut vers une boîte, tout ce qui est squat, tout ce qui est fente, tout ce qui est saut à la corde, pour essayer d'être un peu plus dynamique et d'augmenter sa qualité de saut. Le triple up, on l'a dit, c'est un triple saut en avant. Il y a une étude qui est sortie aux États-Unis qui montre que 89% des physios l'utilisent pour valider le retour au sport suite à un LCA. Dès qu'on a plus de 10% d'écart entre côté gauche et côté droit, c'est une contre-indication pour le retour au sport, ou c'est, en tout cas, ça peut être aussi le signe d'un risque de blessure qui peut arriver sur un patient sain. Donc, ça reste aussi un saut qui permet de mesurer une distance, donc qui permet de mesurer une performance. Donc, il permet d'évaluer aussi bien la force fonctionnelle et la puissance. Et pour qu'il soit validé, pareil que sur tous les autres sauts, il faut qu'au moment de la dernière réception, elle soit stable, comme on le voit sur l'image, elle soit stable pendant 2 secondes pour qu'on puisse valider le saut. Donc, le paramètre principal, ça va être de mesurer l'écart entre côté gauche et côté droit. Sur des valeurs, vous allez voir, je vous montrerai un petit tableau, on tombe souvent sur des distances sur des bons sportifs, on est entre 5 à, même plutôt autour de 6 à 7 mètres sur un triple hop. Et du coup, ce qui va être tout de suite calculé, c'est la symétrie entre côté gauche et côté droit. Dès que vous êtes en dessous de 90% d'asymétrie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et donc du coup, on va chercher à travailler. Soit sur le côté le plus faible, si on veut augmenter la symétrie, être au-dessus de 90%, mais on peut aussi travailler des deux côtés pour essayer d'augmenter la distance et du coup d'avoir un sportif avec des meilleures qualités. Single hop, c'est la même chose que le triple hop, sauf que c'est un seul saut en avant. Pareil, 2 secondes d'équilibre à la réception pour qu'il soit validé. L'objectif, c'est moins de 10% entre les deux côtés, et qui permet aussi de valider soit un retour au SCA, suite à une CA, soit d'évaluer le risque de blessure chez un sportif sain. Pareil, on va mesurer la distance, on va comparer la distance côté gauche, côté droit. Souvent, on montre 1,50 m et 2 mètres sur des très bons. Dès qu'on est inférieur à 90%, c'est potentiellement, on ne va pas valider le retour au sport suite aux blessures, ou ça peut être un risque de blessure chez un sportif sain. Et puis, du coup, le but, c'est de travailler sur le membre qui est le plus faible, en travaillant soit de manière globale, comme on a montré là, par exemple avec des squats unipodo, soit des squats sautés, qui permettent d'essayer de maintenir ça. Le side-up, saut latéral pendant 30 secondes. Et, au travers, là, il y a 2 points, mais souvent on fait 2 lignes qui sont espacées de 40 cm. 30 secondes sur un pied, vous allez voir, ça permet de tester la capacité anaérobie de votre patient, parce que ça reste relativement long. Et c'est quand même, ça brûle assez rapidement le mollet. C'est utilisé, moi je l'ai vu dans des études pour
mesurer la stabilité de la cheville et qui permet de tester le changement de direction et comment le patient va atterrir. Ce qui va être comparé, c'est le nombre de sauts. Pareil, on doit être au-dessus de 90%. Le but, c'est de travailler plus en proprio ou en stabilité au niveau de la cheville si on voit qu'il y a un côté qui est un peu plus déficitaire que l'autre. Le nombre de sauts qui est recommandé, c'est aux alentours d'une 50aine de sauts. Donc ça fait quasiment 2 sauts par seconde. Ça reste assez important et assez physique. Suite à ces paramètres principaux, vous allez voir, on a d'autres paramètres secondaires. Donc, pour résumer, CMJ, c'est la détente qui permet de mesurer essentiellement la performance. Triple up, side up et single up, on va mesurer soit de la symétrie sur la longueur, soit de la symétrie pour le side up sur le nombre de sauts. Et sur ces 3 sauts, ils permettent de valider le retour au sport, d'évaluer les risques de blessure, mais aussi mesurer la performance. Suite à ces paramètres principaux, on a ce qu'on appelle les paramètres généraux qui indiquent comment votre patient il va décoller, comment il va atterrir, ce qui permet vraiment de cibler en fait la rééducation ou l'exercice par rapport à ces points faibles-là. Donc, on va avoir notamment un angle de flexion au décollage qui permet de qualifier comment le patient décolle. Donc, ça permet de voir dès qu'on a un écart, c'est de savoir s'il n'y a pas de problème éventuel de flexion-extension, donc de mobilité au niveau de la cheville. Ensuite, on va mesurer la vitesse de décollage, qui est essentiellement vraiment un paramètre de performance, mais qui permet aussi, quand il y a un écart trop important entre côté gauche et côté droit, de ne pas valider un retour au sport ou éventuellement de mesurer un risque de blessure. Donc, voilà, mesurer, ça va être la vitesse de décollage va être mesurée en degrés par seconde, et on va toujours comparer côté gauche à côté droit. Donc, ça permet, vous voyez, tout de suite, si vous avez des valeurs qui sont soit globalement faibles, de faire un travail au niveau des 2 mollets, pour essayer de gagner un peu en puissance. Si vous avez un côté qui est plus faible que l'autre, on va faire un travail unilatéral sur du saut pour essayer de récupérer. On peut tout de suite en fait cibler, déduire tout de suite par rapport aux paramètres, de sortir tout de suite un exercice. C'est ça qui est sympa, c'est que c'est pas que de la data, c'est vraiment de la data qui va vous servir à vous et à votre patient pour lui montrer ses faiblesses et ses qualités aussi, et vous de savoir quels sont les exercices tout de suite que vous allez pouvoir sortir par rapport aux paramètres qui sont les plus faibles et qui peuvent être la cause de son non-retour au sport ou de sa blessure. Ensuite, on va mesurer ce qu'on appelle alors, je ne sais pas si on est sauté un. Non. La stabilité de contact qui mesure en fait la variation des angles de pronospination suite à la réception. Et on va mesurer, on va avoir aussi la vitesse angulaire de cette déformation-là. Donc, quand c'est du positif, quand on a 16 degrés, c'est que le pied a tendance à basculer sur l'intérieur, donc plus un mouvement de pronation. Et ça permet, avec la vitesse angulaire, de savoir s'il y a un contrôle musculaire ou pas. Donc, dès que vous avez des vitesses angulaires très importantes, aux alentours de 200, 300 degrés par seconde, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment aucun contrôle musculaire. Dès que vous avez des vitesses, vous voyez, aux alentours de 100, 150, c'est-à-dire qu'il y a un contrôle musculaire qui est présent et qui ralentit normalement, on va dire, la déformation. Et quand vous avez, dans le sens inverse, des vitesses angulaires qui sont très très faibles, c'est souvent le signe d'un patient qui est très crispé, qui va contrôler son atterrissage. Ensuite, vous avez l'accélération maximale qui va vous donner un ordre d'idée de l'impact, la force d'impact au moment de la réception. Et on va pouvoir aussi la mettre en avant, enfin la corréler avec comment le patient il atterrit. Si c'est un atterrissage talon, on sait que ça va être beaucoup plus traumatisant puisque c'est vraiment le talon et tout le corps qui va amortir. Si c'est un amortissage plus avant-pied, on va avoir la déformation du pied plus de la jambe qui va aider à amortir. Donc là, c'est essentiellement, on peut faire du travail plus tout ce qui est travail excentrique pour avoir souvent, quand on a des valeurs importantes, c'est des gens qui ont tendance à taper et atterrir quasiment, pour vous donner une image, jambes tendues, donc en fait qui n'amortissent pas du tout l'onde de choc au moment de la réception. Donc c'est de faire ce travail-là, leur apprendre à amortir le saut. Sachant que moi j'aime bien aussi faire les sauts, puisqu'on parle toujours de la course, c'est une succession de sauts. Donc ça permet de vraiment détailler ce qui peut se passer sur de la course. Et montrer ça aux patients aussi derrière, c'est toujours ce côté éducatif qu'on peut avoir. La rotation autour de Z, c'est la rotation entre le moment de départ et le moment d'atterrissage, qui est souvent corrélé avec les angles de pronosupination. L'angle de flexion à l'atterrissage, c'est comment le pied va atterrir. Quand on est sur ce cas-là avec un pied avant-pied, on sait que l'atterrissage va se faire beaucoup plus en douceur, puisque le pied va progressivement descendre avec le contrôle du mollet, et on va avoir aussi une flexion cuisse-jambe
pour amortir. Donc, on sait qu'on a plus de chances d'avoir des valeurs faibles au niveau des forces d'atterrissage que des valeurs importantes. Et qui peut, surtout, c'est un atterrissage qui est beaucoup moins traumatisant. Et puis, je vous parlais tout à l'heure, donc l'angle de pronospination, c'est l'angle de pronospination à l'atterrissage qui permet de savoir comment se positionne le pied. Et puis, avec tout à l'heure la stabilité de contact qu'on a vue, de savoir comment va varier cet angle-là au fur et à mesure au cours des 200 millisecondes, pour être exact, qui suivent l'atterrissage. Et vous avez donc, voilà, des petites idées sur les valeurs qui sont recherchées. Sur le single hop, je vous parlais d'1m70, 1m80. Sur le triple hop, vous faites quasiment par 3, donc on est autour de entre 5 et 6 mètres. Le vertical, là, c'est des valeurs qui me semblent un petit peu faibles. Moi, j'ai trouvé sur d'autres études, parce que là, il doit être fait avec les bras. Donc, on a des valeurs qui sont un peu plus faibles avec les bras sur les hanches. Dès que vous utilisez les bras, on est souvent plus aux alentours des valeurs entre 40 et 60 cm. Et puis, le 30 secondes, le side up, vous voyez, on est autour d'une 50aine de sauts de chaque côté. J'en ai fini pour la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez le petit onglet soit questions, soit chat. Je vais, dans le côté chat, je vais vous mettre mon adresse mail. Comme ça, si vous avez des questions à me poser après, n'hésitez pas. Vous pouvez m'envoyer un mail, ce sera avec plaisir. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez qu'on revienne? N'hésitez pas, de toute façon, vous pourrez avoir accès après, dès que la session sera finie, au replay, et puis vous aurez accès aussi, vous pouvez revenir et vous réinscrire pour les prochains webinaires. On essaye on en fait un tous les mois, tous les premiers jeudis de chaque mois. Vous en avez un qui est fait pour vous aider à comprendre l'interprétation des données. N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions, si vous voulez avoir des informations sur le produit et que vous ne l'avez pas encore. Je suis là pour y répondre. Si vous n'avez pas de questions, je vais vous souhaiter une bonne soirée à tout le monde, et puis je vous dis au mois prochain. Bonne soirée Rana.